Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs, les figures emblématiques de l'art grec sur les palettes du Gandhara que je tente de présenter ici sont une toute petite partie de la vaste question de l'hellénisme en Asie, dans les profondeurs de l'Asie. Ces palettes sur lesquelles Paul Bernard a attiré mon attention dès 1970 sont d'humbles épaves et nous parcourrons un petit corpus en suivant des catégories thématiques dégagées de l'iconographie. Successivement des êtres aquatiques, le cercle de Dionysos, celui d'Aphrodite et d'Éros, d'autres mythes et un peu de littérature. Les étapes historiques ont été admirablement tracées par les communications précédentes, notamment de Paul Bernard et de M. Picard, et je me bornerai ici simplement à rappeler les jalons que marquent les grands souverains que nous avons vu se succéder dans la région du Gandhara. C'est Alexandre, bien sûr, qui en 325-26 a conquis l'Inde et a établi un noyau de peuplement bactriane. Ensuite, nous pouvons mentionner Séleucos Ier qui perdit la région du Gandhara, ancienne satrapie achéménide, en 303 au bénéfice des Guptas. Puis Démétrios, que nous voyons en haut à gauche, qui régna de 200 à 180. Et en haut à droite, il s'agit de la bilingue gréco-araméenne de Kandahar, Alexandrie d'Arakosi, gravée sous le règne d'Ashoka, propagateur du bouddhisme. Puis Eucratide, dont a parlé M. Picard également, en bas à gauche, avec ses monnaies bilingues indo-grecques au dioscure au revers. Et nous voyons ici une première palette gandharienne qui présente deux dioscures ou deux cavaliers qui ressemblent fortement au schéma des dioscures. Enfin, Ménandre Ier est le plus grand des indo-grecs qui nous soit connu. Et jusqu'aux derniers indo-grecs, nous voyons ici une monnaie. Nous pouvons constater que ces monnaies bilingues ont représenté Apollon et le trépied, et je reviendrai sur cette question. Ensuite, le Gandhara est tombé aux mains des Indopartes, de Gondopharès, puis les Couchants et Kujula Kadphises ont mis leur empire en place. Cette histoire politique complexe se double d'un riche dossier de relations culturelles qui comporte évidemment les arts et donc nos palettes. Le Gandhara devint donc un foyer d'hellénisme, ce qui doit se comprendre en relation avec l'Asie centrale, c'est-à-dire avec la Bactriane, et je vous montre les localisations des sites d'Aïranou et de Tarte et Sanguine, ainsi qu'avec Nissa en Parthie, capitale de l'Empire parthe. Ce réseau de culture hellénique en Asie centrale rappelle l'existence de la vieille route de l'Inde de Bactra-Taxila, qui a fonctionné depuis la protohistoire, depuis l'époque arapéenne et l'âge du bronze, avec l'étape importante de Begram en Capicène, site placé au cœur de l'Hindu-Kush. Cette province s'ouvre aussi à l'ouest, sur le plateau iranien, par Kandahar, et au sud, par de vastes plaines alluviales débouchant sur l'océan et les navigations et échanges commerciaux. Les palettes du Gandhara sont des médaillons de pierre de la dimension approximative d'un cendrier, ornés de sculptures souvent figuratives, produites par des imagiers, souvent modestes, à l'intention d'une clientèle locale. Leur fonction est toujours objet de discussion. S'agit-il d'images de culte, d'images pieuses, de substituts de fiales à libation ou de palettes zafares? Un relief du 1er au 2e siècle, provenant des fouilles de l'équipe italienne dans le Swat précisément, présente une scène où une coquette tenant un miroir de la main gauche se tourne pour prendre délicatement un cosmétique peut-être dans un récipient que lui présente galamment un homme enturbané. Il est tentant d'y reconnaître une palette. Quelques objets analogues ou proches ont été trouvés à Atra, à Palmyre, au sanctuaire de Baal-Shamin, dont nous connaissons le destin tragique à l'heure actuelle, ainsi qu'en Égypte hellénistique. Et je montre ici simplement un harpocrate chevauchant une oie. Mais seul le Gandhara offre une collection étendue, une centaine il y a 35 ans, alors qu'aujourd'hui leur nombre a au moins doublé, suite aux fouilles clandestines principalement dans les régions frontalières afghano-pakistanaises. Le lot le plus important obtenu par des fouilles officielles provient des travaux de Marshall à Taxila. En effet, 33 sont extraites des couches d'habitation de maisons de la ville de Sirkap. Sirkap a vécu, si je puis dire, entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le début du IIe siècle après, et couvre donc toute la période de production et d'utilisation de nos curieux objets.
Ce site est une ville indienne, multiculturelle, comme l'illustre le décor d'un stupa avec ses pilastres corinthiens et ses ornements en forme de porte, un torana indien, un arc brisé surmonté d'une sorte d'aigle indocite et un fronton à la grecque. Les fortifications urbaines et le plan orthogonal, tout comme le temple à 2 colonnes ioniques Inantis en haut à gauche de Djandial, ne sont pas étrangers au courant hellénisé dont cette ville ne s'est jamais départie. La forte hellénisation de la ville et de son roi, décrite par Philostrate dans sa biographie romancée d'Apollonios de Tyane, est peut-être un rappel lointain de la réalité de Taxila et du Gandhara au Ier siècle. L'hellénisme y est manifeste dans des bijoux trouvés dans les fouilles, de gauche à droite une Aphrodite demi-nue à côté un cippe, une Psyché dans la même pose, un pendentif orné d'un Éros sur un calice floral et d'autres chevauchant des félins, un couple familier, Aphrodite et Adonis ou Dionysos et Ariane, enfin un couple identique accompagné d'un petit Éros, figure sur une intaille en cornaline. Je présente ici, à dessein, ces bijoux grécisants, car nous reviendrons sur les motifs d'Aphrodite, d'Éros, de Psyché et de Dionysos. Les palettes du Gandhara peuvent être réparties en 3 groupes que définissent et que différencient, mais je ne vais pas entrer dans les détails, la pierre et la technique de manufacture. Le premier groupe, à gauche, en haut et en bas, est hellénisant. Nous voyons en haut une palette du Metropolitan Museum qui représente probablement Apollon et Daphné. Et en dessous, Héraclès et Omphale. Le deuxième groupe est dit indo-parthe et peut être considéré comme gréco-iranien. Une scène de sacrifice rappelle évidemment Doura et Palmyre, et un griffon présente des réminiscences achéménides. Le troisième groupe est qualifié d'indocite, au sens très large. Les palettes sont fréquemment ornées d'un fond de feuilles de lotus et des couples buvants, comme Madame Filigène en a montré par exemple, très très proches, sont vus en buste. Mais ici, c'est un noble indocite Usaka assis sur un coussin en train de boire. Les monstres marins, que nous pouvons appeler plutôt Makara que Kétéa, sont fréquents. Donc je vais évidemment parler principalement du premier groupe. Ceux-ci peuvent faire leur apparition successivement avec les dynasties qui prennent tour à tour le pouvoir, mais ce synchronisme politico-culturel n'est pas indispensable à l'étude. Le groupe le plus ancien serait apparemment l'hellénisant dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. L'origine de ces objets, dont je n'ai encore rien dit, a été cherchée dans à peu près toutes les sortes de médaillons circulaires gréco-romains. Également, les modes de transmission dont a parlé François Barat tout à l'heure sont importants pour ces objets, mais ils sont, à mon avis, essentiellement issus des emblématas de l'orfèvrerie hellénistique et de leurs moulages en plâtre qui circulaient dans tout l'Orient hellénisé, ainsi que d'autres copies, nous y reviendrons au passage. Les palettes hellénisantes dépeignent principalement des motifs mythologiques dont je présente aujourd'hui un choix qu'oriente 2 questions, mais sans prétention aucune à les traiter complètement. Premièrement, ces motifs et ces thèmes proviennent-ils de la tradition hellénistique gréco-bactrienne ou résultent-ils d'un apport d'art romain, républicain ou du début de l'art impérial ? Deuxièmement, ces décors sont-ils la simple réplication d'œuvres plaisantes ou dénotent-ils la connaissance de la mythologie et de la littérature grecque ? Restant dans l'histoire de l'art, je n'aborderai pas les problèmes de la signification de ces motifs dans le contexte gandharien. La Néréide, chevauchant un kétos et accompagnée de petits érotès, tournée et offrant à la vue son dos dévêtu, est un motif bien connu de pièces orfèvrées de l'art grec, comme de miroirs ou encore des médaillons, comme ceux des fiales de Sadovie étudiés par Véronique Schiltz. On la rapproche aussi de figures du thias marin, celui par exemple du mariage de Poséidon et d'Amphitrite, tel qu'il est connu en bas à gauche, sur le monument dit autel de Cneius Domitius Aenobarbus, qui s'inspirait d'une œuvre de Scopas, qui est datée de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais lorsque la Néréide monte en Amazone de face et que son voile se gonfle sous le souffle de la brise marine, comme ici sur cette palette du groupe indo-parthe, en haut à droite, peut-être devons-nous la rapprocher de celle du panneau de Tellus de l'Arapakis Augustae, qui date d'entre 13 et 9. Restons parmi les créatures aquatiques, avec des êtres anguipèdes ou apparentés, aux intéressantes variations. Le premier étélé n'est pas sans rappeler très modestement certains géants, comme ceux de la frise de la gigantomachie de Pergame. D'ailleurs, un fragment de médaillon en plâtre, en bas à gauche, trouvé récemment en Asie centrale par la mission franco-ouzbèque de Termez de Pierre le Riche, donne une image en positif d'un tel affrontement, offrant du même coup une belle illustration des modes possibles de transmission des motifs de la Méditerranée à l'Asie centrale et au Gandhara,
comme le montraient également, entre autres, les médaillons et les moulages de plâtre d'Aïchanoum en Bactriane, bien sûr. Le deuxième, dont les jambes se terminent en queue de poisson, tient une rame. Il rappelle très étroitement une taille indo-grecque du British Museum, acquise dans le nord-ouest de l'Inde, ici. Enfin, sous une forme végétalisée, nous possédons le génie aquatique de Tilla Tépé, que vous connaissez parfaitement, les émissions monétaires de Télèphe, roi indo-grec des environs de 85-70 avant Jésus-Christ. Les correspondances se mettent assez bien en place avec ce premier motif, et ce qui suit sera, j'espère, un peu plus clair. Nous quittons maintenant en effet l'eau pour le vin, si je puis dire, bien que coupé, avec la palette bien connue dite des noces de Dionysos et d'Ariane, qui est la plus peuplée de personnages que nous possédions. Elle provient des fouilles de Sirkap et est conservée au Musée national de New Delhi. Assis sur un banc sous une tonnelle, Dionysos tient un tierce et pose le bras sur l'épaule d'Ariane, qui est vue de 3/4 d'eau, et lui présente une coupe. À droite du couple, un serviteur se penche, à gauche, une harpiste et un joueur de syrinx égaient la compagnie. Plus bas, à droite, on foule le raisin, là aussi, dans un cuveau en calice, et un serviteur recueille le jus dans une nocoé. À gauche, on vide une outre dans un cratère campaniforme à pied, voici le cratère, et l'outre sur l'épaule du personnage, tandis qu'un compère barbu, peut-être un silène, déguste le contenu d'une fiale. Encore plus bas, à droite et à gauche, deux personnages semblent être tombés dans le sommeil de l'ivresse. Je me bornerai ici à deux remarques. Dionysos, Silène et une Ariane, semble-t-il, vue de 3/4 d'eau, apparaissent proches sur un relief du Vatican qui est daté d'époque augustéenne. C'est un moulage que je vous montre ici. Les éléments de décor sont très rares sur les palettes, où les paysages sacrés idylliques, par exemple, sont absents. Mais on peut rapprocher notre treille de celle d'un disque du musée Getty, où se dressent Dionysos et Ariane ainsi qu'un Silène. La pose familière du couple rappelle celle des bijoux de Sirkap et de bien d'autres pièces. Michael Pfrommer, qui date cette pièce de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, et localise sa confection dans une région qu'il situe entre l'Oxus et l'Indus. Cela nous donne une idée des possibles modèles de nos palettes. Comme des extraits de cette composition, sur d'autres palettes, le couple accompagné de musiciens est assis sur le banc, coupe en main et se caressant tendrement le visage. Le banquet couché n'est pas ignoré des imagiers des palettes. À droite, un fragment représente un baiser. La palette en bas à gauche, qui appartient au groupe dit Indoparte, est connue par plusieurs exemplaires. Elle représente le buveur en compagnie d'une femme assise à son chevet, tandis qu'une autre le couronne. Banquet grec et banquet palmyrénien viennent à l'esprit, bien sûr, mais nous n'avons rien de funéraire ici. Le buveur pourrait-il être couronné comme un symposiaste vainqueur d'un concours poétique? La question peut être posée. Sur une autre palette du même groupe, Dionysos nu est soutenu par deux Ménades. Le motif est certes très répandu et bien connu, mais il apparaît ici encore un petit peu comme un extrait d'une composition plus riche, telle celle qui représente le Thias découvrant Ariane endormie à Naxos, d'une collection de Koweït. Ce disque est daté du IIe siècle avant Jésus-Christ et passe pour indo-grec. Je ne serais pas surpris qu'il soit un petit peu plus récent. Une palette du Musée national de New Delhi, toujours inédite, mais dont j'ai obtenu la photographie par le musée lui-même, dépeint une Ménade endormie, au buste dénudé, appuyée sur une amphore, une nokoé, un vase d'origine grecque en tout cas. Un satyre agenouillé semble soulever son vêtement, et un autre, tenant un thyrse, observe la scène en faisant le geste d'aposcopein, la main au front. Le rapprochement est immédiat avec le petit côté d'un sarcophage attique de Salonique du musée d'Istanbul, où l'on a de plus sculpté une vigne. Ce type de scène, satyre et Ménade, ou nymphe, ou Ariane endormie, est très fréquent, et l'on pourrait accumuler les rapprochements. J'ajoute ici en bas à droite une image vraiment pas fameuse, mais je crois que François Barat en connaît, ou peut en trouver une meilleure, de l'un des emblémata Czartoryski, censé provenir de Syrie hellénistique, ce qui rappelle que la tauretique hellénistique n'était pas seulement égyptienne ou d'Asie mineure, même si ces objets voyageaient beaucoup. Le couple antagoniste de satyre et Ménade, ou nymphe, est un thème très répandu à nombreuses variantes. La palette montrée ici, à gauche, malgré des maladresses patentes, suggère que la Ménade tourne le dos à un satyre barbu et lui repousse le menton de sa main gauche que ce dernier tente de détourner de sa droite. Une autre du musée de Peshawar adopte le même schéma pour une scène insérée entre des bordures et 4 feuilles et où les partenaires ne sont pas nécessairement opposés apparemment.
Une peinture de Pompéi montre ce thème, mais ici avec Hermaphrodite qui écarte le satyre. Loin en Asie centrale, en Mongolie, le kurgan d'un prince Xiongnu du début du 1er siècle après Jésus-Christ, outre de belles tentures bactriennes ou gandharianes que j'avais eu l'honneur de présenter pour certaines lors d'une communication, a donné un médaillon d'argent également représentant un couple analogue. Le satyre, proche du faune ivre bien connu par des copies de Munich, du Vatican et de Naples, est assis sur la Saléontée, une peau de lion, son pédome est tombé. La Ménade, ou peut-être un hermaphrodite, comme le suggère Pascal Linan de Belfond, a gardé son thyrse. La scène se passe sous le regard, si l'on peut dire, d'un pilier hermaïque ityphalique. Quelle que soit la provenance de ce médaillon qui a nécessairement voyagé, il représente, comme les palettes, une certaine mode. Pourrions-nous y reconnaître une allusion érotique détournée à une épigramme, comme par exemple celle qui dit que quand Daphnis dort, la chasse, c'est Pan avec Priape qui la donne. Nous quittons ce cercle d'images dionysiaques au sens large avec un sacrifice dont je dois la photographie à Katsumi Tanabe. Le sacrificateur, devant un autel, porte une nébride ou pardalide. Il est flanqué à sa gauche d'une tiquée à couronne tourlée et à sa droite d'une Aphrodite au buste dénudé qui brandit un objet ressemblant à un riton. La scène est encadrée par 2 satyres. L'un, ici à gauche, déverse une outre dans un cratère campaniforme à pied, ce qui rappelle ce que nous venons de voir au Gandhara d'Anna Filicensi. L'autre, à droite, donc du sacrifice, ici, conduit un bouc au sacrifice. Tous ces éléments sont comme des extraits des scènes de sacrifice dionysiaque, sacrifice sanglant et libation de vin, sculptés sur les ritons de Nyssa au IIe siècle environ avant Jésus-Christ. Voilà qui nous donne un nouveau lien directement avec l'Asie centrale hellénisée. Un fragment de petit relief gandharien à droite représente aussi un sacrifice dionysiaque, il est au musée oriental de Tokyo. Le satyre qui tire le bouc est accompagné d'un joueur de syrinx, à sa gauche une ménade danse vue de dos, bras levés, tenant à pelle son voile tombant. On établit ici le lien avec les ménades de Nyssa et, après Eleonora Pappalardo, avec la célébrissime peinture de la Villa des Mystères de Pompéi. Après l'univers dionysiaque, nous abordons quelques représentations du cercle d'Aphrodite et d'Éros. D'abord une belle palette du British Museum, où la déesse, assise sur un lit et vue de 3/4 d'eau, frappe de sa sandale un petit Éros courbé, les mains attachées derrière le dos, qu'une oie pince à la jambe. Derrière la déesse, un autre se tient la joue de consternation. À gauche de la scène, un troisième, ailé, se cache derrière un pilier pour échapper au courroux maternel. Un personnage non identifié est assis sur ce pilier. L'amour puni est un thème de prédilection de la poésie épigrammatique et de l'art hellénistique. Catherine Gutzwiller en a étudié des, je cite, images poétiques et réminiscences artistiques dans les épigrammes de Méléagre. Et elle renvoie à des épigrammes ekphrastiques qui s'intéressent à des sculptures qui seraient à l'origine des érotès aux mains liées des arts mineurs. Le châtiment à la sandale, d'un inférieur ou d'un enfant, est lui aussi bien connu dans l'art grec. Mais nous sommes ici dans un contexte proche de la fin de l'époque hellénistique, celui de l'amour qui brûle en aveugle de ses feux et qui mérite d'être puni. Le disque gréco-romain au même thème que notre palette, ainsi que les emblémata de Sadovi, encore, où Eros, sous le regard de Thémis, et Psyché se brûlent alternativement, illustrent à merveille l'image des tourments amoureux de l'époque. Et je cite encore un fragment d'épigramme, « Dis, tu pleures, pirate des cœurs, tu as jeté l'arc cruel et les flèches, tu laisses pendre les rémiges de tes 2 ailes. Pourquoi ? Oui, c'est dur ce que tu fis souffrir naguère, la souffrance te l'a appris. » Aphrodite et son fils apparaissent sur d'autres artefacts. Un petit dieu ailé, Eros in der Blume, est représenté dans une coupe orfèvrée de Peshawar, endormi sur une rose entourée de 4 coquilles. Cette coupe fait partie d'une trouvaille de 9 fiales et coupes d'orfèvrerie du IIe siècle avant Jésus-Christ, inscrites pour certaines en partie en kharoshti et en partie en grec, où l'onomastique et les titres des dédicants montrent l'importance de la théorétique grecque, bien sûr, mais aussi l'interpénétration des cultures. Ainsi, un certain Samangaka était épiscopos, tandis que Caliphone et Phoitoclès ou Photoclès étaient méridarques. Paul Bernard, ainsi que Georges Rougemont et Georges Jean Pinault ont commenté ces objets. Dès lors, comment s'étonner de trouver, taillé sur nos palettes, Eros chevauchant un cygne, couronne à la main,
ou Eros debout avec son arc, près de sa mère accomplissant le geste de l'anacalypsis, en haut à droite. Quant à Aphrodite, elle apparaît au bain, nue et accroupie, proche de la Cnidienne ou de celle d'Alcès, tandis que des servantes versent l'eau. Aphrodite accroupie hellénistique est aussi à l'origine de l'effigie d'Artémis, en bas à gauche, dont nous allons parler. Les thèmes amoureux grecs hellénistiques figurent ainsi en bonne place sur les palettes, et il est peut-être possible d'en savoir un peu plus sur les voies et les moyens de leur expression dans le Gandhara. Paul Bernard et Osmund Boperacci ont effectué un rapprochement remarquable entre un disque en ivoire de Bactriane et un moulage en plâtre d'Hildesheim qui représente Aphrodite assise, prenant quelque chose que lui présente un personnage féminin debout sur un pilier, un autel, alors qu'Eros volette. Bien que nous ne connaissions pas de copie conforme entre les palettes d'un côté et les objets d'orfèvrerie et leur moulage en plâtre ou les ivoires de l'autre, il n'est pas interdit de penser que certaines œuvres de Bactriane et du Gandhara renvoient un reflet de pièces d'orfèvrerie perdues. Ainsi en va-t-il peut-être de la palette d'Adonis ou Méléagre, mort, ici, tué par un sanglier, allusion à l'amant d'Aphrodite ou au mythe de la chasse de Calydon. Dans cette perspective de transfert, un intéressant fragment d'ornements de plaquage de fourreaux d'épées en ivoire de Tartée sanguine au Tadjikistan montre un personnage allongé, un peu comme un banqueteur, ici en bas. Au-dessus ou derrière lui, parfaitement reconnaissable, un lièvre et un chevreuil, reconnaissable à ses cornes, passent en courant. Peut-être est-il permis d'évoquer à son propos une épigramme de Callimaque qui nous dit que le chasseur Épidès, sur la montagne, se plaît dans le gel et la neige, il cherche la trace des lièvres et des chevreuils. Et qu'on lui dise « là, tiens, une bête tuée », il ne la ramasse même pas. Ainsi va mon amour, qui fuit, il court après, qui est là à sa prise, il passe à côté, il délaisse. Le mythe d'Actéon a donné une très intéressante palette, qui est à Londres. On y voit le chasseur observant la déesse nue, accroupie au bain, assistée d'une nymphe, puis ayant revêtu sa tenue habituelle et aspergeant l'infortuné ou excitant les chiens qui bondissent pour dévorer leur maître, métamorphosé en cerf. Il est là et une partie manque. La scène se passe dans une vallée de pins et de cyprès aigus. Les nymphes puisent l'eau et la versent de leurs urnes profondes, comme dit Ovide. Et Actéon s'approche, par hasard pour Ovide, comme à l'origine chez Callimaque, alors que chez Apulée, le malheureux est décrit comme un voyeur, l'œil avide, guettant la grotte et la fontaine. Des peintures de Pompéi nous donnent d'excellents parallèles monumentaux. Parfois, Actéon est peint en voyeur, aposcopein, toujours le geste, la main au front, et les deux épisodes successifs de la narration peuvent être juxtaposés. Dans l'une de ses œuvres, que je ne montre pas, Artémis est même représentée à 2 reprises, comme sur notre palette. Œuvres, modèles et cartons, simplement transmis aux imagiers du Gandhara, ou connaissance des mythes et de la littérature, la question se précise. Notre pénultième palette resta longtemps énigmatique, et bien des hypothèses avaient été avancées par nous-mêmes et par d'autres, notamment John Boardman. Sir John vient de publier un livre sur The Greeks in Asia, qui cherchions dans la mythologie, mais pas dans le théâtre, qui pouvait bien être cette grande femme en costume grec qui tend quelque chose de la main droite à un jeune homme nu qu'elle touche au bras de la main gauche. Celui-ci esquisse un geste de refus et son lagobole est tombé sur un sol rocheux montagneux. Cette énigme de 40 ans vient d'être résolue de manière décisive tout récemment, la semaine dernière, par votre confrère M. Laurence, à l'égard de qui nous avons une grande dette de reconnaissance, car il a reconnu fort justement Phèdre et Hippolyte, d'après le texte d'Euripide, l'un des 2 textes d'Euripide. L'épisode est celui où la nourrice fait connaître au jeune chasseur, chaste adorateur d'Artémis, l'aveu de l'amour impie de sa marâtre. Je cite les vers que m'a aimablement indiqué Pierre Laurence. La nourrice, je t'en conjure, par ta main que je touche. Hippolyte, ne porte pas les mains sur moi, garde-toi de me toucher. Aucun parallèle iconographique exact n'est encore parvenu à notre connaissance, mais des peintures de vases, des peintures pompéiennes ou un panneau de stuc en bas à droite de la basilique pythagoricienne de la Porte Majeure sortent de représentations de Phèdre assise avec Hippolyte nu, en présence ou non de la nourrice. Nous sommes toujours ici, comme avec les palettes précédentes, dans des images de couple et d'amour, heureuses, malheureuses ou impossibles. L'époque le voulait, les Grecs
où les hellénisés du Gandhara le savaient. Il y a donc tout lieu de penser que si les commanditaires et les imagiers lapidaires du Gandhara faisaient appel à la tragédie d'Euripide, c'est qu'ils ne l'ignoraient pas. Rappelons ici les représentations dionysiaques de Nyssa et le masque de théâtre de la salle carrée de ce site, peu connu et publié seulement depuis 2001. Mais surtout le théâtre d'Aïchanoum, le masque théâtral sculpté à la fontaine de la cité, qui a été rappelé hier, et les fragments d'une possible œuvre dramatique en trimètre iambique trouvée à la trésorerie du palais d'Aïchanoum. Nous avons l'impression d'être en présence d'amours exemplaires, d'une anthologie de raccourcis visuels, finalement de sortes d'épigrammes en pierre. On me pardonnera donc de ne pas aborder ici la question des relations entre dionysisme, bouddhisme, théâtre grec et indien depuis Ashvagosha. Avant de conclure, il me paraît intéressant de vous montrer une palette exceptionnelle qui a été vue dans le SWAT par Harry Falk, qui m'en a libéralement communiqué la photographie. Il s'agit d'une libation apollinienne répandue de la main droite par le dieu lui-même, torse nu sauf un pan drapé sur l'épaule gauche, coiffé en chignon. Il tient une palme de sa main gauche, la courroie de son carquois lui barre la poitrine. On l'aperçoit ici. Le trépied qui soutient la cuve est renforcé d'entretoises, ses pieds sont en forme de pattes griffues et des visages sont figurés à l'attache du récipient. Montre-la. Osmundo Paracci m'a passé de beaux clichés qui éclairent cette figure dans le contexte gréco-bactrien et indo-grec. Le fils de Leto se tient dans l'attitude déhanchée du Poséidon tenant une palme qui figure au revers de Tétradrachme d'Antimaque vers 180 avant Jésus-Christ. Tandis que le tripode est analogue à celui à entrepoises, pattes de félin et masques aussi, du revers des missions de Thédème II à la même époque. Les reproductions sont plus ou moins bonnes, mais les masques sont visibles, très visibles sur certaines monnaies. Apollon, l'archer, le dieu de Delphes, dieu des Grecs par excellence, apparaît sur les monnaies des Séleucides, de gréco-bactriens et d'indo-grecs jusqu'à la fin, mais jamais dans les émissions ni des Indocites, ni des Indopartes, ni des Couchants, et il ne figure aucunement dans leurs arts, contrairement à la différence d'autres divinités grecques. De manière symptomatique, gréco-bactriens et indo-grecs ont émis quasiment sans interruption, de 185 avant Jésus-Christ à 10 après, des monnaies au revers frappées du tripode ou à Apollon au trépied. C'est d'ailleurs après avoir, comme il le dit, cultivé les talents de l'archer et des muses, que Sophitos, ono-indien mais poète grec, rédigea au IIe siècle avant Jésus-Christ son épitaphe en vers de Kandahar, étudié par Georges Rouchemont et Paul Bernard. Nos palettes se comprennent mieux grâce aux réflexions de Paul Bernard et Georges Rouchemont sur la grécité de certains des habitants de la région, mais elles ne leur ajoutent cependant rien de majeur, car il est très difficile d'apprécier la psychologie des clients et des imagiers de ces médaillons. Finalement, les palettes hellénisées du Gandhara ne forment nullement un système cohérent, mais elles semblent symptomatiques d'une propension à présenter, pour beaucoup d'entre elles, des images de couple et d'amour humaines ou divines, soit du cercle de Dionysos, soit de celui d'Aphrodite et d'Éros. Elles paraissent témoigner de la transmission d'images depuis l'Asie centrale et le monde méditerranéen, et attester le goût et la connaissance des lettres grecques avec, nous le savons maintenant, la tragédie. Le théâtre d'Euripide n'était sans doute pas représenté seulement chez les Parthes et en Bactriane, mais aussi au Gandhara. La célébration des lettres apparaît également sur les ritons de Nyssa, à gauche, avec un poète ressemblant fort à celui de Boscoréal. À Begram, à droite en haut, sur un médaillon de plâtre du 1er siècle, un poète est assis entouré de Melpomène et de son masque, alors que le combat d'Hector et d'Achille est peint sur un verre. Tout ceci montre le goût des patrons et des élites de l'Asie centrale, et du Gandhara bien sûr, pour ces œuvres entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er après. Avec les palettes, nous pouvons légitimement proposer d'étendre cette culture au Gandhara chez les Indo-Grecs, leurs contemporains et successeurs. Mais les palettes hellénisées ne sont pas non plus un étalon esthétique dont la grécité se mesurerait en raison inverse de la maladresse de leur exécution. Elles sont simplement la version bon marché d'œuvres précieuses de meilleure qualité, mais pas plus, ce qui est déjà beaucoup, si faible étant le nombre de ces dernières qui sont parvenues jusqu'à nous. Les formes artistiques, adoptées en Inde, furent absorbées et intégrées dans les philosophies et les religions des lieux. Alfred Fouché l'avait déjà excellemment écrit dans son article intitulé « De la conversion au bouddhisme du roi indo-grec Ménandre » en 1943. Je vous remercie.